Sauf changement de dernière minute, le dépôt de candidature pour les législatives se clôture ce dimanche sur toute l'étendue du territoire national. Il a été prolongé d'une semaine, soit du 15 au 23 juillet, en raison d'un manque d'engouement. Un manque d'engouement justement qui n'a pas empêché la CENI de poursuivre avec le calendrier électoral. Mais une autre question se pose. Peut-on organiser les élections sans Rutshuru et Masisi? Nous avons posé la question à un sénateur. Vous suivrez sa réponse dans ce journal. Et dans le monde, l'Europe connaît des vagues de chaleur importantes cet été, des phénomènes météorologiques extrêmes qui se font sentir de plus en plus dans le sud du continent. En Grèce, des milliers de personnes ont dû être évacuées de l'île de Rhodes à cause du violent incendie qui ravage la zone depuis 6 jours maintenant. Bon dimanche vous et bienvenue dans cette édition du journal. Le dépôt des candidatures pour la députation nationale prolongée de 7 jours est censé se clôturer ce dimanche. La CENI était claire, aucune nouvelle prorogation ne sera possible, même pas le recours au système de jetons. La publication des listes provisoires des candidats députés nationaux, elle, devra intervenir le 9 août prochain, tandis que le dépôt et traitement des recours en contestation des listes des candidatures à la députation nationale va se faire du 10 au 26 août 2023. Viendra ensuite la publication des listes définitives des candidats députés nationaux le 10 septembre prochain. Pour plusieurs observateurs, l'opération de dépôt de candidature n'a pas connu un grand engouement. À la date de clôture de dépôt des candidatures, la question des territoires occupés tels que le Rutshuru ou le Masisi inquiète les habitants qui n'ont pas pu prendre part à l'opération d'enrôlement à cause de la guerre se sentent de plus en plus abandonnés. Nous sommes justement en ligne pour en parler avec un élu de la région, le sénateur Vouna Bandi. Bonsoir à monsieur le sénateur. Concernant le processus électoral, est-il possible d'organiser les élections sans le Rutshuru et les Masisi? Oui, merci monsieur le journaliste. Moi je voudrais d'emblée vous dire que la CENI ne peut pas se permettre d'organiser les élections sans les circonscriptions de Rutshuru et de Masisi. Alors pourquoi est-ce que je soutiens cela? Premièrement, ce serait un très mauvais signal à l'opinion internationale, à toute la population congolaise et particulièrement aux citoyens du pays qui vivent dans les deux circonscriptions, donc Rutshuru et Masisi, et qui sont aujourd'hui occupés par l'envahisseur rwandais et son supplétif, le M23. Pourquoi est-ce que ce serait un mauvais signal? Un mauvais signal qui donnerait la nette impression à l'opinion que ces entités ne comptent pas aux yeux du gouvernement, alors qu'elles font partie des plus importants territoires du pays du point de vue démographique, et même sur le plan de la géostratégie régionale, comme vous le savez. Mais ce serait aussi un très mauvais signal qui accréditerait la thèse pour nombreux Congolais et étrangers qui pensent qu'il existe un agenda de balkanisation du pays au profit de l'occupant. Vous savez, n'est-ce pas qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la balkanisation, et donc l'unique façon pour le gouvernement d'effacer de l'opinion générale cette prisme de balkanisation serait de refuser d'organiser des élections quelconques sans Rutshuru et sans les Masisi. Et je voudrais à ce niveau-là aussi préciser que organiser des élections dans ces deux territoires donnerait un très mauvais signal aussi pour une population qui croit avoir été abandonnée, car délaissée depuis plus d'une année, comme vous le savez, sans qu'on ne voie une quelconque initiative en vue de sa libération. Qu'en pense alors la population locale? Deuxièmement, il faut préciser que vouloir organiser des élections sans les Rutshuru et sans les Masisi serait biaiser le processus électoral et lui priver même de toute sa légitimité, au-delà du fait que les populations de ces entités se sentiraient trahies par le gouvernement. C'est très important ce que je voudrais dire, cher ami. Et pourquoi donc le processus serait-il biaisé et privé de sa légitimité? Car il faudrait savoir que les deux circonscriptions à elles seules représentent plus d'1,5 million d'électeurs potentiels, 15 députés nationaux, 15 députés provinciaux qui ne seraient pas au rendez-vous. À Rutshuru, comme à Masisi, comme vous le savez, le taux d'enrôlement en a été atteint de 8%. Des électeurs attendus, on a enrôlé pratiquement que moins de 100 000 électeurs,
sur un niveau 0.5 qui était attendu. C'est donc des circonscriptions, comme vous le voyez, qui sont très très importantes et dont on ne devrait pas se passer, car cela aurait un impact réel sur les seuils électoraux, tant au niveau national que provincial, pour plusieurs regroupements politiques et plusieurs partis politiques. Je voudrais vous donner un exemple me concernant, par exemple, un parti comme le mien, l'Action pour un Congo nouveau, dont l'ancrage principal est à Rutshuru et à Masisi, serait donc privé de plusieurs centaines de milliers d'électeurs, alors que le seuil national, la tête du seuil national demande à peine 400 000 électeurs. Et donc, vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi que, de ce point de vue-là, le processus électoral serait donc biaisé et totalement illégitime. Merci infiniment, monsieur le sénateur, pour toutes ces précisions. Prenons cet autre sujet, la cérémonie de clôture de la formation de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa, présidée par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo de la Défense ce samedi au Centre supérieur militaire. 24 officiers supérieurs de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa, EGK, ont reçu ce samedi 22 juillet 2023 leur brevet de fin de formation. La cérémonie de fin de formation a été présidée par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, représentant le chef de l'État, commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, empêché dans l'amphithéâtre Maréchal Mobutu Sese Seko du Centre supérieur militaire, avant de déclarer clos l'année académique 2022-2023 et de lancer l'année académique 2023-2024 de l'école de guerre de Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a appelé ses finalistes à relever le défi de l'insécurité que la RDC est confrontée, notamment contre les M23 et leurs appuis rwandais. Jean-Pierre Bemba a également appelé ses officiers à éviter la honte, le chèque et la parjure et d'aimer l'honneur, la réussite et l'excellence. C'est en effet avec beaucoup d'intérêt que je prends la parole pour d'une part célébrer et sceller la fin de la formation de la 3e promotion et d'autre part pour ouvrir la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Le lieutenant-général Thio Isongesa Christian a dans son speech rendu un hommage au chef de l'État. Dans cette période marquée par l'agression injuste imposée à notre patrie par le Rwanda, je mesure la grandeur de notre travail car cette agression barbare affecte profondément notre population et entrave. Messieurs les officiers congolais, soyez déterminés à mettre fin à cette injustice pour le bien-être de nos compatriotes civils et militaires tombés profonds de l'Est du pays. En sa qualité de parrain de la promotion, le lieutenant-général Bouamounda Toumba Franck, chef de la maison militaire du chef de l'État, a dans son mot appelé ses officiers supérieurs qui seront bientôt déployés dans le terrain des opérations d'aimer les hommes qui seront mis à leur disposition et d'être proches de ceux-ci pour la bonne marche des opérations. Et au Tanganyika, la fondation Rachidi a formalisé son adhésion au sein du parti politique AFDC après avoir enregistré en son sein une adhésion massive ces derniers mois. Depuis le début de la redynamisation de ses activités, elle s'est dite prête à affronter les élections de décembre aux côtés de Bahati Lukwebo et Félix Tshisekedi. Après des contacts fructueux à Kinshasa, la Fondation Rachidi, actuellement en force dans le sud-est du pays, a adhéré formellement à la formation politique de Modeste Bahati Lukwebo, l'AFDC, cette semaine à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Nicole Rachidi, présidente de cette structure, s'est fait accompagner d'un échantillon des membres de cette fondation au bureau provincial du parti politique AFDC, avec qui elle va désormais cheminer pour concrétiser davantage sa vision pour sa communauté. La vision de la Fondation Rachidi, c'est justement la transformation de la province du Tanganyika, région riche en ressources naturelles, mais très lente au développement. Nous avons une très belle province, je vois le potentiel, je vois les richesses qu'il y a dans cette province et je vois aussi comment la vie est difficile ici, que ce soit pour les mamans, pour les jeunes, que ce soit pour tous les habitants ici. Donc apporter également ma petite pierre pour pouvoir soutenir le peuple de Tanganyika est pour moi très important. La fondation compte actuellement plus de 8000 membres et comme 8000 membres c'était un peu difficile de rassembler tout le monde aujourd'hui, donc on a voulu faire d'abord un échantillon de 500 à plus de 500 personnes
pour que nous puissions adhérer à la grande famille qui est l'AFDC. Consciente du poids de ce leader d'opinion qui rejoint l'équipe de Bahati Lukwebo, Madame Abiba, représentante de l'autorité du parti en province, a accueilli les bras ouverts Nicole Rachidi. Adhesion massive inafanyika leo ni mara yetu ya kwanza kuona tunaadherea en un seul coup 500 à 600 personnes par jour. Ni kitu hapa kwetu Kalemi kilikuwa kifanyiki tena. À quelques jours des élections générales de décembre, le message est clair du côté de l'AFDC qui continue de renforcer ses rangs pour faire réélire le président de la République et lui offrir une majorité au Parlement. Il était également temps pour la Fondation Rachidi de donner cette position claire car elle ne cesse de séduire la population dans cette province depuis le début de la redynamisation de ses activités. Et la dynamique, Alexis Gisaro Mouvouni a réservé un accueil chaleureux au ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux Publics qui est arrivé à Bukavu dans le sud Kivu. Celui-ci va lancer les travaux de modernisation de la route nationale numéro 5 Bukavu-Kamanyola. Le port IOC était noir des mondes à l'occasion de l'arrivée à Bukavu du ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro. Le membre de la dynamique qui porte son nom, les combattants du parti présidentiel IDPS, auxquels se sont joints d'autres militants et sympathisants des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, qui prônent la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se sont massés dès les premières heures de la matinée pour réserver un accueil digne de son rang à ses fils du Sud Kivu, Alexis Gisaro, qui effectue une mission officielle et non la moindre, car elle coïncide avec le lancement des travaux de modernisation de la RN5, tronçon Bukavu-Kamanyola. C'est à 13h30 que les bateaux transportant la tête couronnée des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro, pose ses valises alors qu'une croisade d'engins flottants se forme sur le lac Kivu. L'ambiance est tout autre particulière. À son arrivée, des chocs, poignées de main sont échangées entre le ministre Alexis Gisaro et des représentants de différentes couches sociales devant lesquels il s'est brièvement adressé. Il leur a transmis les salutations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avant d'annoncer la bonne nouvelle qu'il amène au Sud Kivu. Vous savez que notre population a beaucoup attendu ce projet. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et nous allons en profiter également pour lancer d'autres projets et annoncer également tous ceux qui sont en cours et qui vont se faire dans les mois qui suivent. Après une marche à pied qui l'a permis de communier avec le Sud Kivusien, sa province natale, le ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro, accompagné du gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi Kassi, et du ministre d'État en charge du budget, Aimé Boudji Sangara, il a pris la direction de Nyangezi, où il a procédé au lancement des travaux de modernisation de la RN5, Bukavu-Kamanyola, des travaux qui s'inscrivent dans le cadre d'un vaste programme sino-congolais. Et la SBL Congo et Nyanya dit être inquiète du danger de monopolisation de l'exploitation de l'or, du coltan et de la cassiterite en faveur d'une seule société aux dépens de la population locale. L'organisation a à cette occasion tiré la sonnette d'alarme. Dans une communication à la presse sur la situation économique dans le Grand Kivu, Congo et Nyanya Asbel, par la voix de son porte-parole John Musomoke, accompagné du président Moïse Chimoussa et du secrétaire Pascal Matabaro, émis par l'esprit patriotique sur les conditions de vie de la population, alerte sur les dangers de la monopolisation, de l'exploitation dans le secteur minier par le directeur général de l'entreprise Congo Dianzin, qui porte également la société Primera Gold. Nous exprimons tout de même notre inquiétude quant à la manière dont l'entreprise Congo Jiangxi s'approprie le monopole d'exploitation de l'or, coltan, cassiterite et wolframite dans les 3 provinces d'Ikivu. La taxe initialement prévue à 0,54% est ramenée par Primera Gold à 0,25%. L'État perd soit 0,29%, comme si cela ne suffisait pas. Primera Gold s'est transformé en Primera Meltaz pour un nouveau contrat dont il obtient encore le monopole des 3T. Tout en regrettant la fermeture de la raffinerie de Bukavu à cause des intérêts partisans provoquant un énorme manque à gagner à l'État congolais et poussant des milliers de personnes au chômage, Congo et Nyanya Asbel crient à la violation du code minier de la RDC. Nous demandons à la société Sakima, à Primera Metals
une mine pour faire les activités d'exploitation industrielle et interdisons en tant que patriotes l'actuelle direction de ne pas continuer à tromper la population qu'il va faire une fonderie de coltan, chose que les grandes puissances mettent difficilement en place au regard de sa complexité. Motivé par le bien-être social et le jeu de voir les Congolais bénéficier de leurs richesses, Congo Inyanya Asbel demande au chef de l'État de tout mettre en œuvre pour que chacun soit mis dans ses droits. En religion à présent, ordination et consécration ce dimanche de quelques membres de l'église Armée du Salut comme lieutenant des salutistes. Et c'est justement le chef de territoire, le colonel Matondo Gracia, qui a présidé cette grande cérémonie dans la salle centrale de Barumbo. Crispin Chiminkofwa. C'est au total 27 cadets sortis de l'école de formation des officiers, notamment sur la doctrine salutiste, qui ont été sanctifiés, ordonnés et consacrés lieutenants de l'armée du salut. Parmi eux, 9 couples et des célibataires venus des différentes divisions à travers le pays. C'est le colonel Matondo Gracia, chef des territoires, qui a procédé à cette ordination au cours d'un culte de ce dimanche 23 juillet dans la salle centrale de Barumbo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es ordonné ministre, serviteur de Dieu. Lieutenant, officier de l'armée du salut, ordonné ministre de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ces hommes sont désormais revêtus du pouvoir de la conquête des âmes à amener vers Christ. Après l'ordre des marches, ils seront affectés dans différentes paroisses pour servir. Je remercie les seigneurs de nous avoir protégés et soutenus jusqu'à ce jour. Si nous sommes consacrés aujourd'hui, c'est par sa grâce. Que son nom soit loué. Merci à mon Dieu qui nous a protégés durant toutes ces années parce que ce n'était pas facile. Nous avons traversé de vastes marées, il y a eu des moments pires et impires. En tout cas, ma reconnaissance est là que surtout glorifier mon Dieu qui a fait cette grâce pour que nous puissions arriver ce jour. Notons que des centaines de salutistes ont pris part active à ce culte spécial. Pour rappel, l'Armée du Salut est un mouvement international protestant fondé en 1865 par William Booth, pasteur méthodiste dans les districts pauvres de Londres. Et toujours en religion, le Conseil supérieur chiite dans le monde entier commémore depuis la nuit du mercredi 19 juillet la tragédie de Karbala dans laquelle l'imam Hussein, fils d'Ali, le prophète, est tombé martyr au milieu de ses fidèles compagnons. Un événement religieux en islam qui est célébré pendant 10 jours, soit 19 au 29 juillet. C'est une période de deuil chez les musulmans du monde entier. Et ce deuil, comme à l'accoutumée, se déroule pendant 10 jours. À Kinshasa, la nuit du samedi 22 juin, des centaines de musulmans ont convergé vers la salle ex-ABC dans la commune de la Gombe pour commémorer ce deuil. Lors de cette nuit, Cheikh Ibrahim Montou a mis une emphase sur la philosophie de la révolution de l'imam Al-Hussein. Juste après lui, Cheikh Ismaël Waladja a mis en exergue la grandeur de l'épreuve des braves martyrs de Karbala. Pendant cette cérémonie, les fidèles portent les noirs du deuil, se frappant la poitrine, scandant des prières et des poèmes à la gloire de l'imam Hussein, qu'ils voient comme l'incarnation d'un homme se dressant contre l'injustice. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, nous sommes la 5e nuit de la tragédie durant laquelle l'imam Hussein, qui est le 3e imam des chiites, a été assassiné à Karbala. Ces gens ont commis une erreur gravissime. Ils ont cru qu'en tuant l'imam, en assassinant l'imam, son nom va être rayé dans l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, puisque dans le monde entier, aujourd'hui où je vous parle, les chiites, ils commémorent cette tragédie. Et ici au Congo, dans toute l'étendue de la République, nos membres sont en train de célébrer cette tragédie. Notons que chaque année, cette cérémonie Ashura est commémorée dans le monde entier et sur toute l'étendue de la RDC par les musulmans chiites.
Dans le reste du monde à présent, c'est l'une des contrées menacées par la canicule. En Europe, l'île de Rhodes, située en Grèce, a atteint le 44 degrés de température et demeure sous l'invasion des flammes incontrôlables. Des hôtels touchés, la population inquiète, tout comme des touristes sont évacués ce matin par la voie fluviale. Aux événements tragiques qui ne cessent de se multiplier. En Grèce particulièrement, l'île de Rhodes est sous les menaces d'épuisières. 3 hôtels qu'habitaient les touristes ont été touchés, ce qui a conduit à l'évacuation de près de 30 000 personnes, y compris les touristes qui se trouvaient sur les plages de Kiotari et le Lardos sur la côte est de cette île, proche des côtes turques. Malgré le secours des pompiers venus de la France, l'Allemagne, la Turquie et autres pays de l'Eurasie et la volonté des autorités, cet incendie demeure têtu et continue à ravager cette contrée. Et pour terminer, élection en Espagne avec une participation record et une atmosphère électrique dans tout le pays. Les électeurs espagnols se dirigent aujourd'hui aux urnes pour les élections législatives. Ces élections sont d'une importance cruciale alors que l'Espagne cherche à sortir de l'impasse politique et à définir une voie claire pour son avenir. Les partis politiques ont intensifié leur campagne ces dernières semaines et promettant des changements radicaux dans divers domaines. Les électeurs sont maintenant chargés de décider quels partis méritent leur confiance pour mener le pays à travers ces défis complexes. Place au rappel des titres à présent. Sauf changement de dernière minute, le dépôt des candidatures pour les législatives se clôture ce dimanche sur toute l'étendue du territoire national. Il a été prolongé d'une semaine, soit du 15 au 23 juillet, en raison d'un manque d'engouement. Et un manque d'engouement justement qui n'a pas empêché la CENI de poursuivre avec le calendrier électoral. Mais une autre question se pose, peut-on organiser les élections sans le Rutshuru et les Massissi? Pour le sénateur Célestin Vouna Bandi que vous avez suivi dans ce journal, cela renverrait une mauvaise image à l'extérieur et biaiserait le seuil électoral. Et dans le monde, l'Europe connaît des vagues de chaleur cet été, des phénomènes météorologiques extrêmes qui se font sentir de plus en plus dans le sud du continent. En Grèce, des milliers de personnes ont dû être évacuées de l'île de Rhodes à cause du violent incendie qui ravage la zone depuis maintenant 6 jours. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La famille Wania et la communauté La Louange ont la profonde douleur de vous annoncer les décès de leurs filles, sœurs, cousines, mères, tantes et servantes de l'Éternel, Wania Tokote Bibiche, mort survenue le jeudi 20 juillet 2023 des suites d'une crise. Résidente à Paris, venue à Kinshasa pour ses vacances où la mort l'a trouvée. En attendant les programmes officiels, le décès tient à la résidence familiale sise sur 149 avenue Baoyo dans la commune de Bandalungwa. Ces programmes tiennent lieu de faire part.